Cette semaine à l'émission, créationnisme, scientisme et théorie de l'évolution, on se demande si Adam et Ève ont vraiment existé. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à l'apparition de l'homme. Grande question, en fait, et pour cette grande question, des grands hommes avec moi qui sont apparus. L'apparition de l'homme, ça s'est passé ici sur le studio dont on n'est pas du monde avec Sean Paradis. Bonjour. Bonjour, Antoine. Apparu il y a quelques minutes dans cette chaise jaune. On est heureux de t'accueillir. Merci. On fera pas la genèse de ton apparition ici, mais tu as déjà quand même contribué à ce plateau. Tu étais venu sur le show sur Dostoïevski. Oui. C'était fun. Oui, j'aimais ça. Une couple de semaines. Hein? Ouais, c'était bien ça. On a décidé de te réinviter. C'est bon signe. Merci. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Tu as une formation en philosophie, en plein d'affaires, tu es autodidacte. J'ai étudié en littérature au départ. Ensuite, là, j'ai fait une formation en philosophie, théologie. Oui. Oui. Puis avec, tu te passionnes par ces questions-là de l'apparition. Mais tu sais, j'ai cheminé là, dans la vie religieuse longtemps. En plus. Excellent. Celui qu'on entend rire, c'est Mathis d'Anjou-Mador. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est une nouvelle apparition, quand même. Moi, j'étais un petit jeune, un petit nouveau. Un petit nouveau. Bienvenue sur le plateau d'On n'est pas du monde. On est heureux de t'accueillir. Tu es étudiant en physique. Oui. Mais tu t'intéresses quand même aux questions qui touchent un peu la philosophie, la théologie. C'est des questionnements qui te préoccupent. Ah ouais, puis même, je dirais que tout bon physicien s'intéresse au fondement de la vérité puis de la vie de la science. Parce que, bon, parfois, on dit que la physique, c'est un peu ce qui fonde les autres sciences dans leurs principes. Ouais. Donc, de s'intéresser à la vérité, bon, ce qui nous mène à la philosophie, à la biologie, c'est d'où vient la vie, d'où vient le monde. Donc, ouais, je m'intéresse, oui, à la physique, mais justement à toutes les à sciences. La métaphysique aussi. À la métaphysique aussi. Génial. Qui fonde la science. Qui fonde la science, exact. C'est ça. Bon, on va partir sur un show du Nord en épistémologie. Ça va être génial. Non, pas de danger. Mais on va quand même saigner du nez à quelques reprises. En tout cas, moi, je ne sais pas vous. Il y a des grandes questions qui s'en viennent. Et pour nous aider aussi à y répondre, Michael Grenier, bonjour. Bonjour, Antoine. Qui est devenu un habitué de l'émission. Philosophe. Tout à fait. On peut-tu dire ça, philosophe? Étudiant en philosophie à tout le moins. Là, wannabe philosophe. Wannabe, c'est ça. Wannabe, ça fait plusieurs années là, que j'essaie d'en être un, en tout cas, jusqu'à compléter cette année ma maîtrise en philo. Je m'intéresse surtout à la question du corps. Corps glorieux, précisément, mais aussi le corps physique, parce que, comme disait Mathis, pour s'intéresser à la physique, il faut s'intéresser à la métaphysique et réciproquement. Tout est dans donc, tout, hein? Tout est dans tout, exactement. Donc, voilà, philosophe, disons, comme ça. Je lançais d'entrée de jeu la grande question qui va nous préoccuper pendant la prochaine heure. Mais il y a quand même un préambule à faire. Est-ce que Adam et Ève ont vraiment existé? Faisons quand même quelques pas en arrière, là, parce que Adam et Ève, on y répondra un petit peu plus tard. Avant Adam et Ève, il y a quand même eu du monde. Quelle sorte de monde c'était? Quelle sorte d'animaux, d'êtres humains, d'hybrides, de minotaures entre les deux c'était? Sean, entre le reptile qu'il y a dans la mer et l'être humain, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut tracer une évolution comme le suggérait peut-être Darwin? Je pense que oui. OK. Je ne sais pas si on remonte à 3 millions d'années, Australopithèque, si on remonte à 2 millions d'années, Homo habilis, ou après ça, Homo erectus, après ça, Néandertal, Homo sapiens, Heidelbergensis, j'oublie son nom, en moins 700. T'sais. Fait que oui, c'est sûr qu'on a assez de traces d'outils, de feu qui remontent à là, 2 millions d'années. Bon, au début, on n'arrivait pas comme à le créer. Là. On le trouvait quand il brûlait quelque part. Mais à peu près à moins 300 000, moins 400 000, là, on était capable de plus le contrôler. De le gérer. Oui. Les sépultures, en tout cas. Oui, les sépultures, ça apparaît quand, ça? Bien, tu sais, Homo erectus, je sais que moins 400 000, moins 300 000, en tout cas. Ou avant même, on a trouvé des sépultures avec des personnes. Sauf que c'est pas clair pour les
pour les paléontologues, les archéologues, s'il y avait comme une volonté là, s'il y avait comme un sens spirituel, tu sais. Au départ, on ne sait pas si c'est comme pratique comme, tu sais, pour éloigner les prédateurs ou question hygiénique, parce qu'il y a c'est ça, il y a quand même des critères là, pour qu'une sépulture soit considérée comme... Donc, on ne sait pas, autrement dit, quand est-ce qu'apparaît l'élément rituel, finalement, dans le soin qu'on a des morts. Là. Bien, c'est qu'il y a des petits flashs, là, pendant... Tu sais, Néandertal, il y a quand même des indices qui cochent une ou deux cases des trous. Ben, tu sais, en gros, il faut que ça soit... C'est quoi les critères? Ouais, vas-y. En gros, il faut que ça soit clairement une sépulture, tu sais. Faut aussi qu'il y ait une symbolique. Faut que les objets fassent du sens. Pour, comme tu dis, bon, est-ce que c'est pour honorer le défunt? Est-ce que ça pointe vers un certain au-delà? Parce que moi, je lisais justement qu'il y avait des animaux, des éléphants, certains primates qui enterraient leurs jeunes, ou leurs proches qui étaient morts. C'est vrai. Mais donc, est-ce que ça, c'est une sépulture? Ou... Parce que c'est juste enterré. On pourrait dire que c'est comme machinal. C'est plus, absolument. Tu sais, même chimpanzé, tout ça, il n'y a rien avant Homo erectus ou les autres espèces qui démontrent une sépulture, qui n'a pas un sens... Pourquoi on s'attache autant à la sépulture rituelle, par exemple? Pourquoi on en fait un critère? Bien, tu sais, c'est que... Ça a l'air d'aller de soi, là, mais... Bien, en fait, c'est de chercher... Un critère d'humanité. Exactement. Ouais. Tu sais, est-ce que l'être humain ici a comme l'intelligence, le pouvoir d'abstraction. Pouvoir d'abstraction, c'est ça, tu sais. Puis lorsqu'on est capable d'observer, tu sais, une capacité symbolique à exprimer des concepts, justement, qui sont abstraits, c'est là qu'on se dit, bon, là, on a atteint comme l'être humain, pas seulement comme anatomique, mais aussi... C'est ça. Puis je pense que c'est une distinction, ça, qui est vraiment importante de faire, puis qui est faite d'ailleurs par l'Église, puis qu'on doit faire, nous aussi, comme croyants, entre l'être humain anatomique, puis c'est ici peut-être qu'on pourrait séparer entre humain puis humanoïde. Oïde étant un suffixe qui renvoie à la forme. Donc, on peut être de forme humaine sans être un être humain. OK. Et d'ailleurs, on appelle... Comment on fait ça? Mettons, biologiquement, on a des familles, OK? Ensuite, après les familles, il y a les genres, il y a les espèces, les sous-espèces. Donc, l'arbre est plus complexe que genre, espèce. Il y a un genre avec des spécifications dedans. Ouais. Donc, dans la famille des humanidés, il y a d'autres primates, comme les gorilles. Mais personne ne pense que les gorilles sont des êtres humains. La question ne se pose même pas. Et c'est pour ça qu'il va y avoir aussi des critères qu'on pourrait dire sociaux ou anthropologiques. Donc, tu parlais, Sean, tantôt de la maîtrise du feu. Remarquons que déjà, chez les anciens Grecs, il y a Platon, dans le mythe de Prométhée. Ce serait Prométhée qui aurait donné le feu aux êtres humains, puis la technique, puis enfin... donc, on voit que le feu puis la technique, ce qui veut dire, en gros, la maîtrise d'outils, on emploie et on crée des choses... déjà, c'est comme... Ça semble être deux critères là, définitoires de l'être humain, ou en tout cas des choses qu'il possède en propre. Comme des expressions du fait qu'il est doué de raison. Qui est doué de raison, c'est ça, qui est la définition d'Aristote, là, mais... Oui, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça, parce que, quand même, parce que, tu sais, déjà, si on commence chez, mettons, le chimpanzé, les chimpanzés utilisent des outils, puis non seulement ça, différentes tribus de chimpanzés utilisent des outils différents. Fait qu'il y a une culture selon les lieux. Ils les transmettent à leur progéniture. Fait que, tu sais, c'est quand même complexe, sauf que tu trouveras jamais un chimpanzé qui est capable de créer, mettons, de produire les premiers outils qu'on retrouve mettons, là, 2 millions d'années chez les... on va dire les Homo habilis. Donc, un saut qualitatif important. Exact. C'est ça, c'est que déjà, chez l'Homo habilis, il est capable comme de couper la pierre d'une certaine manière pour qu'elle soit vraiment comme tranchante, alors que, tu sais, le chimpanzé, il va jamais comme... Il prend des bâtons pour le mettre dans des trous d'arbres, pour prendre des insectes. C'est intéressant parce que la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puis Dieu, c'est quoi? Pour nous, c'est un créateur. Puis l'être humain est capable de créer des choses. Donc, il y a la création d'une part naturelle. Dieu crée une planète, un arbre, un poisson. Alors, lui, il crée des objets naturels qui existent avant même que l'homme produise quoi que ce soit dans la nature. Puis là, où on parle généralement de technique ou d'outils, bien là, il y a la création d'un artifice qui est plus que je prends
une pierre pour frapper quelque chose. Je conçois. En fait, il y a comme la marque d'une intelligence. Transformation de la matière. Exactement, c'est ça. Il y a un exercice Je d'abstraction. pense pas qu'il y a encore l'abstraction ici, par contre. C'est ça, là, c'est plus compliqué que ça, je pense. C'est ça, c'est là où on voit qu'il y a toute une série de degrés là-dedans, mais je reviens à ce que je disais plus tôt sur la définition d'un être humain tel que comprise par l'Église, c'est vraiment l'union. En fait, c'est une relation, finalement, la définition d'un être humain pour un catholique. Donc, l'union d'une âme spirituelle. Donc, parce qu'on pourrait dire que les âmes ont des plantes, Aristote dit ça. Les plantes ont des âmes. Et je veux dire, c'est un principe de vie, mais c'est pas une âme. Donc, les plantes vont pas aller au paradis. OK, c'est pas ça que ça veut dire. Ou ils n'ont pas besoin d'aller à la confesse. Donc, une âme spirituelle et d'un corps. Et là, sous-entendu, un corps humain, ou en tout cas au moins humanoïde, mais c'est là où l'Église dit on peut très bien faire l'enquête de l'origine du corps humain en étudiant justement je devrais peut-être dire les théories de l'évolution, et l'étude de son âme, puis jusqu'à l'apparition, finalement, d'un être humain en propre, c'est-à-dire de quelqu'un, Adam, et de quelqu'une, Ève, sa compagne, qui était douée à la fois d'une âme spirituelle et d'un corps. Là. Et je pense que c'est vraiment là où il y a le noyau. Donc, on n'a pas à opposer, d'une certaine manière, l'étude de la création telle qu'elle est racontée dans la Genèse et l'étude, là, justement, de l'origine de l'être humain en tant qu'espèce biologique. Tu allais rajouter quelque chose? Oui, c'est ça, c'est que... Puis, tu sais, je suis d'accord là, qu'il y a vraiment une différence entre... mettons, je sais pas, si on regarde là, les premières pierres taillées, là, 2 millions d'années, je pense pas ici qu'on est face à l'âme spirituelle dont tu parles, qui est capable d'abstraction, qui est capable d'atteindre l'universel, mettons. C'est ça. Mais quand même, ce qui est surprenant, c'est que ces outils-là évoluent de plus en plus sans nécessairement démontrer la manifestation comme d'une âme spirituelle, mais il est quand même capable de faire du feu, il est capable de... Puis c'est là où je voulais en venir tantôt, par rapport aux sépultures, c'est là que je trouve que c'est un des signes les plus clairs. Parce que, tu sais, l'intelligence, elle doit se manifester pour que tu puisses comme la reconnaître, en fait, là. Puis elle se manifeste par des actes, dont la capacité de se projeter dans une vie après la mort, mettons. Ça, c'est quand même un signe assez clair pour... C'est ça, c'est là où la sépulture est intéressante, parce qu'elle indique la cohérence en quelque chose de plus que la... Sauf que tu as différents types de sépultures, puis plus tu avances, tu sais, mettons, v'là 1 million d'années, v'là moins 500 000, même 300 000 ans, les sépultures sont pas encore très claires. Mais, à un moment donné, tu sais, en moins 80 000 ou moins 70, je me rappelle pas, tu as clairement une sépulture d'un homme en position fétale qui est orienté vers l'est, c'est là où le soleil se lève. Fait que là, t'es comme, OK, fait que ça, Il y a c'est des comme... symboles. Ouais, Simple coïncidence, je ne crois pas. Bien, fétal, c'est comme il retourne, il y a une résurrection. On a mis ses armes pour qu'il puisse combattre peut-être les ennemis dans l'au-delà. On utilisait l'ocre, je pense qu'on appelle, qui est comme une genre de poudre rouge, couleur, de la vie ou du sang. C'est comme... Là, il y a quand même... C'est plus clair, en tout cas. Je sais pas si c'est encore... Ouais. Mathis? Je pense que justement, après les sépultures, une autre preuve qu'on peut vraiment dire, OK, là, il y a une âme humaine, il y a une intelligence, il y a une capacité d'arriver à l'abstrait, là, bien, je pense que c'est l'art, là, c'est de faire des dessins, parce que là, c'est plus... On a un outil qu'on se sert pour notre survie, pour avoir de la nourriture, mais c'est simplement quelque chose qu'on fait en soi. Là. On le fait parce qu'on l'admire, parce qu'on veut partager une idée, parce qu'on veut contempler, là, en fait. Donc, c'est vraiment, on touche à un aspect de l'âme humaine qui est unique, là, je pense, qui n'est pas dans la survie en tant que telle de l'espèce, mais c'est pour le plaisir de l'âme, pour le plaisir de l'esprit, là, pour le plaisir de... Parce que poussons le raisonnement, disons, presque par l'absurde, le chimpanzé a peut-être cette capacité d'abstraction-là, mais il nous en donne aucun signe, finalement. Justement, Antoine, la capacité d'abstraction, moi, c'est quelque chose qui me fait rire. Ayant étudié en philosophie, je me souviens l'an dernier d'avoir fait un séminaire qui portait sur la question animale dans l'Antiquité. Donc, on cherchait à dire, bon, mais est-ce qu'on peut manger de la chair humaine? Est-ce que ça fait de nous des cannibaux, cannibales? Je ne sais pas comment... Des cannibales, merci, mais en fait, cannibales, animaux, bref. Est-ce que manger des animaux qui auraient potentiellement la raison fait de nous, finalement, des mangeurs de chair vivante, rationnelle, et donc analogue à la nôtre? Parce qu'on sait que pour les Grecs, je ne sais plus qui d'entre vous disait tout à l'heure que c'est finalement la définition animale rationnelle là, qui va vraiment l'emporter pour définir l'être humain. C'est la raison, en fait. Il y a plein d'animaux, mais nous avons la raison, qui est vraiment comme
le truc le plus hot là, pour les Grecs, être raisonnable ou rationnel. Or, il y a des philosophes antiques, dans l'Empire romain, qui vont dire, peut-être même les chiens sont rationnels. Ils vont même dire, ils emploient le 6e axiome d'Euclide. Là, je ne suis pas mathématicien, je ne vais pas expliquer ce que c'est. De toute façon, je serais bien embêté de le faire. Mais en gros, c'est qu'il y avait des chasseurs, avec leurs chiens de chasse, qui remarquaient que les chiens pouvaient renifler seulement 2 sentiers et, comme par inférence ou par élimination, emprunter le 3e. En disant, s'il n'est pas passé ni par celui-là, ni par l'autre, il a forcément emprunté le 3e, sans renifler. Ce qui suppose que le chien a fait une sorte d'abstraction. Il y a un raisonnement. Donc, on ne peut pas manger de chair animale puisque les chiens raisonnent. Bon, vous voyez, je fais un détour par là, simplement pour dire que nos catégories philosophiques, parfois, semblent ne pas cerner le réel avec toute l'étanchéité qu'on espérerait. Là. OK. Donc là, on a établi qu'il y aurait eu une certaine évolution dans ces capacités-là d'utiliser des outils. Même les sépultures ont évolué à diverses époques ou en divers lieux. Généralement, on s'entend pour dire que l'origine des humanoïdes, en tout cas des Homo sapiens, se trouverait sur le continent africain. C'est là où on a les traces les plus éloquentes. Mais c'est pas une ligne continue, c'est-à-dire il y a eu telle espèce, telle autre espèce, mais plutôt une espèce d'arborescence et il y aurait eu des croisements potentiellement entre divers groupes d'humanoïdes. Est-ce que je me trompe en avançant ça? Je pense pas. Tu penses pas? Donc, on aurait en nous des traces de Néandertal. Est-ce qu'on peut pousser jusque-là? Oui, je pense que 1 ou 2 % de notre code génétique est semblable au Néandertal. Puis je pense que c'est ça, selon l'évolution de Darwin ou l'évolution en général, c'est qu'on part d'un ancêtre, justement le tronc de l'arbre, puis on décline en plusieurs branches. Puis bon, pour l'évolution de Darwin, il y a des bonnes preuves que c'est valide pour les espèces proches, là, justement comme... Néandertal et Homo sapiens, il y a 300 000 ans, ont comme... C'est pas mal la même chose. Ils peuvent se reproduire ensemble. Ouais. Donc, on peut prendre le modèle de l'arbre là, qui décline en plusieurs branches. L'Homo sapiens, l'Homo néandertal. J'allais dire aussi là-dessus, les classifications ont quand même évolué. Par exemple, sur genre et espèce, comme Homo sapiens, on s'entend tous pour dire, c'est la définition biologique d'un être humain aujourd'hui. Donc, Homo étant le genre, sapiens, c'est la spécification, l'espèce. Anatomique, oui. C'est ça. Alors que je lisais que dans d'anciennes spécifications, puis des fois, on l'entend encore dire, Homo sapiens sapiens. Donc, sapiens était une sous-espèce du genre, de l'espèce plutôt sapiens, qui elle-même était dans le genre humain. Et donc, on disait Homo sapiens néandertalensis. Donc, l'Homo sapiens du Néandertal et autres. Puis, tu disais tout à l'heure, Sean, qu'il y a 3 % environ de notre génome là, qui serait contenu ou dérivé des 1 ou 2, Néandertaliens, 1 ou 2. Ça va jusqu'à 5 % de Désinoviens chez les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est comme s'il y aurait eu, à un certain moment de l'histoire, toutes sortes, là, finalement, d'humanoïdes qui auraient été contemporains. Là. Donc, on n'est pas devant une ligne. Là. Quelquefois, on voit des T-shirts « I believe in science », puis là, on voit un poisson, un chimpanzé, ensuite un être humain debout, là, comme si c'était... Ça finit avec un gamer dans son sous-sol. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est pas aussi linéaire que sur les T-shirts, en fait. C'est comme tu disais, beaucoup plus arborescent. Et ça vient vraiment, encore une fois, challenger nos catégories philosophiques, parce que depuis Aristote, qui était... pour environ 2000 ans d'être humain, le sommet de la science, là, on était dans ce qu'on appelle le fixisme. Donc, autrement dit, le monde est éternel. Il n'y a jamais eu de création. Le monde a toujours été, il sera toujours. Certes, il y a des catastrophes qui viennent de temps en temps éradiquer presque entièrement une espèce, mais Aristote dit qu'il y en a toujours dans les montagnes élevées, dans les recoins, qui survivent assez pour qu'elles se reproduisent. Un peu comme après le déluge pour nous, tiens. Où là, il y en a au moins 2, là, quelque part, qui vont pouvoir se reproduire puis Donc, selon ça, il y aurait quelque part caché des dinosaures qui se font un party tranquille à l'abri des regards indiscrets. C'est ça. Et comme on pourrait dire, ça se serait su. Mais on pense pas qu'il y a de dinosaures aujourd'hui. Donc, il y a comme une évolution. Il y a des espèces, c'est devenu clair avec Darwin, qui ont existé et qui ne sont plus. Et donc, il y a une évolution du vivant. Là. Pour ajouter même, il y a des bonnes preuves d'infossiles qu'avant, on retrouvait plus d'espèces d'animaux qui étaient plus simples. Par exemple, on sait que ça a probablement commencé avec des végétaux qui ont évolué. On ne sait pas trop comment. Justement, l'évolution de Darwin a des défauts là, de ce qu'on comprend. Là. Ça ne s'est pas fait totalement graduellement, mais on sait qu'à un moment donné, il y avait plus de végétaux, il y a un peu d'animaux qui ont commencé à arriver.
de plus en plus complexes, là, passant de l'eau à la terre. Donc, puis une preuve de ça aussi qu'on voit dans les animaux vivants en ce moment, c'est qu'on partage beaucoup d'éléments communs. J'ai parlé du génome tantôt, que la grande majorité, on a la même chose, on a le même génome presque. Mais il y a aussi les organes. On retrouve les mêmes types d'organes avec les mêmes utilités, un peu différentes, mais on a beaucoup de choses en commun, ce qui nous permet de voir qu'il y a une certaine évolution pour arriver à l'homme. Rapidement, Sean, puis... En fait, la question ultime là, à laquelle on veut arriver, je pense, c'est Adam et Ève et évolution. Comment ça... Est-ce que ça se contredit? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que tu es un créationniste? Je pense que c'est là qu'on veut aller. Je pense que la table est bien mise. On prend une légère pause, et courte pause plutôt. Légère, je ne sais pas si elle sera légère. Mais on revient tout de suite après pour répondre à cette question. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant à l'animation, toujours. Mathis d'Anjou-Mador, Michael Grenier et Sean Paradis avec moi pour répondre à la question. En fait, c'est assez commun là, qu'on oppose la science à la foi à notre époque. C'est assez commun aussi qu'on illustre cette opposition-là en parlant de la foi, surtout la foi chrétienne repose sur la Bible, et la Bible commence avec la Genèse, et tout ça, ça tient pas la route scientifiquement, ce récit de la création du monde, contrairement à ce que la science propose, notamment à travers la théorie de l'évolution de Darwin, où là, on a quelque chose qui se tient beaucoup plus, qui est beaucoup plus plausible qu'une création en 7 jours. Je résume. Ça, c'est l'a priori, finalement, de bien des gens aujourd'hui. Peut-être certains qui nous écoutent, peut-être votre beau-frère dans votre famille qui vous challenge à Noël sur cette question-là. Est-ce que tout ça est compatible ou antinomique? Tiens, je commencerai avec toi, Mathis. Moi, je pense que c'est parfaitement compatible. On entend beaucoup que la science s'oppose à la religion, mais je pense à un autre niveau, là. Bon, très fondamentalement, la religion pose les fondements, et ensuite, sur lesquels construit la science. Puis pour l'évolution, avant d'avoir l'évolution, il faut avoir un premier vivant, il faut avoir de la matière. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait créé l'univers là, au début, là, où il faut qu'il y ait un principe à la matière. Mm-hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'évolution, ça concerne seulement le vivant, en fait. Puis les gens, souvent, on parle moins du fait que avant la première cellule, mettons, où il y a la première comme réplication là, dans l'information de la cellule qui se transmet, il n'y avait pas d'évolution au niveau chimique, tu sais. Puis ça, c'est pas comme... L'évolution ne rend pas compte jusqu'à ce point-là. Ce qui représente quand même pas mal de temps. Oui, puis il y a quand même un gros nœud là aussi. Oui, c'est ça. Puis après, tu sais, dans l'évolution, on dit, tu sais, oui, il y a la sélection naturelle et tout, mais le processus par lequel les gènes transmettent l'information c'est extrêmement complexe et c'est tout sauf aléatoire et par le hasard. Là, mais bon. C'est ça. Donc, il reste beaucoup de points d'interrogation, même dans la science qui prétend bien souvent expliquer bien des choses. Oui, puis tu sais, souvent, mettons, les athées, les athées comme Richard Dawkins vont souvent comme reprocher aux croyants comme de tomber dans le God of the Gaps, là, de dire, tu sais, ici, tu vois, vu que la nature, ici, on n'est pas capable d'expliquer, c'est Dieu, tu sais. Puis des fois, on prend des raccourcis malhonnêtes ou trop faciles où la science peut l'expliquer. Mais aussi, par contre, les scientifiques de leur côté, pas les scientifiques, mais mettons on va dire Richard Dawkins, là, qui est quand même certaine malhonnêteté ou une certain orgueil, qui lui aussi, des fois, ne reconnaît pas comme le science of the gaps, là, tu sais, où lui aussi, il y a des gros trous dans sa théorie qui sont pas du tout expliqués. Puis la science, souvent, va dire,
Ben, on va l'expliquer bientôt, on le sait qu'on va le Ça s'en savoir. vient. Tu sais, ça s'en vient. Restez à l'antenne. Mais l'une des erreurs, je pense, ou en tout cas l'un des trucs dont je me désole, c'est de voir qu'on ne parle pas vraiment le même langage entre théologiens ou philosophes et scientifiques souvent. Le scientifique pense qu'il doit tout expliquer par les causes prochaines, par l'expérience, puis le philosophe ou le théologien pense qu'il doit tout expliquer justement en recourant à la révélation. Mais le réel, qui est notre objet d'étude commun, finalement, n'est pas contradictoire. T'sais. Donc, s'il n'y a pas de contradiction, il faut chercher plutôt comment concilier deux choses vraies et qui, des fois, doivent avoir deux niveaux de lecture. Par exemple, je prends Sean. Peut-être tu peux me répondre, mais Dieu crée Sean immédiatement maintenant parce qu'il crée continuellement l'univers. Mais je veux dire, la cause prochaine de Sean, ben, c'est son père. Je veux dire, son père l'a engendré. Donc, il y a comme une causalité à l'horizontale comme ça. Un homme engendre un homme. Mais il y a aussi la causalité dernière qui, elle, se passe à la verticale. Dieu crée continuellement le monde. S'il arrêtait de te créer, Sean, ben, pouf, tu serais disparu déjà. Donc, il n'y a pas à opposer, mais souvent, quand on entend causalité, c'est comme si on excluait qu'il pouvait y avoir plusieurs types de causalité qui seraient en même temps à l'œuvre. Peut-être parce qu'on fait plus de philo, je sais pas, il faut ramener le cours classique. Ou... C'est vrai que c'est deux registres complètement différents. T'sais, c'est comme si tu disais qui a écrit ce livre, puis là, tu as l'évolutionniste qui stick sur, ben c'est une imprimante. C'est comme... Puis là, tu sais, il prend des causes comme ça qui sont vraies, ou tu sais, celui qui écrit un livre à la main, ben, il dit, ben, c'est le crayon, tu sais, qui bouge, puis après ça, c'est le bras, tu sais. Alors que le philosophe théologien, il dit, ben, c'est l'intention derrière aussi, c'est un autre registre. Mais tout ça est vrai? Ben c'est ça. Puis tu sais, t'as le scientisme aujourd'hui qui est comme une... qui est une philosophie, en fait, une idéologie qui se cache sous le sarrau du scientifique. Mais c'est une perversion de la science. Mais c'est pas scientifique du tout. T'sais. Le scientifique, lui, avec ses outils, ce qu'il devrait affirmer, c'est, mettons, mon télescope, ben, il observe les étoiles, il observe les différentes... la lumière, je sais pas, il peut observer ce qui est visible très, très loin, mais après ça, ce qu'il observe à travers son télescope, ça ne lui permet pas de dire ben, il n'y a rien après ou il n'y a rien qui a causé ça, tu sais. Ou il n'y a rien d'immatériel, parce qu'il ne voit pas l'immatériel. Il ne peut pas le mesurer, cas, l'immatériel. c'est que sa science ne lui permet pas d'aller plus loin. Mais souvent, tu sais, c'est ça, il y a aussi beaucoup d'idéologie derrière le scientisme, l'orgueil. Si on prend notre objet d'étude aujourd'hui, qui est l'apparition de l'homme, le premier homme, ce que la Bible avance et ce que le magistère, tout l'enseignement de l'Église dans les siècles qui ont constitué l'histoire de l'Église ont avancé, c'est que le premier homme, il y aurait un premier homme. Il n'y aurait pas plusieurs premiers hommes. Il y aurait un premier homme qui serait la personne d'Adam avec son épouse Ève, qui ont formé le premier couple humain. Donc, est-ce qu'il peut y avoir... Puis là, on parle de l'apparition de l'homme comme étant l'arrivée de la raison, mais plus largement aussi d'une capacité, pas seulement d'abstraction, mais de création, de transcendance, de relation aussi, disons, à l'univers, à l'au-delà, etc. Et là, est-ce que ça, c'est compatible? Ou à quel moment, disons, tout ça intervient? À quel moment on passe des Homo sapiens qui se reproduisent avec des Néandertals, puis là, ça fait des Homo sapiens Néandertals avec tant de pourcentage. Puis là, on affine finalement l'humanoïde ou l'homme sans âme jusqu'à un moment où, pouf, l'âme apparaît dans Bobby et Bobinette, et là, c'est parti. Et, si on avait une captation vidéo de ça, là, puis on faisait rewind, puis on regardait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on risquerait de voir, Mathis? C'est très dur à dire, là, justement. Si on parle des débuts, on sait qu'il y avait un premier homme. Parce que si moi, j'ai eu un père, mon père a eu un père, il faut qu'on arrête quelque part. Ouais. Il y a eu un premier homme. Là, bon, comment on sait que lui, il a l'âme? Qu'il y a un âme, justement. Il y a une âme qui lui permet de créer. Bien, justement, on a un peu parlé des preuves, justement, de la culture, de l'art. Mais de vraiment savoir à quel moment, je pense personnellement, je pense qu'on ne saura jamais, du moins par la science, c'est quand exactement le moment. Là. Puis ça ressemblerait à quoi? D'après moi, c'est quand même... Ce serait pas un grand bond. Ce serait dans le sens que, oui, il y a peut-être une âme immatérielle qui est infinie, mais il est quand même proche des animaux. Il n'y a pas toute la culture qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas toute
intelligence. Quoique l'Église enseigne que Adam et Ève étaient très intelligents, qui étaient des hommes parfaits, là, qui étaient pleinement humains à hauteur de la nature humaine. Mais bref, pour la science, c'est un grand mystère. Là. On ne pourra pas photographier, prendre en vidéo ce moment-là qui est apparu, mais on sait que justement, ça a dû apparaître un moment. Ça n'a pas pu, comme Darwin le pense, arriver graduellement. L'âme humaine n'a pas pu se... On n'a pas eu des fractions d'âme humaine, autrement dit. On n'a pas eu des semi-humains, des presque humains. Il y avait des humanoïdes, puis à un moment donné, paf, il y a eu des premiers. Puis, d'ailleurs, philosophiquement, je pense qu'on peut prouver ça, c'est-à-dire qu'il y a forcément eu un premier homme, puis une première femme aussi, comme tu le dis, parce que s'il n'y a pas de premier, on doit remonter à l'infini. Or, c'est quoi l'infini? C'est un monde dans lequel il n'y a pas de création, dans lequel il n'y a pas de Big Bang, dans lequel il y a toujours eu des êtres humains. D'ailleurs, le fixisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que croyait Aristote. Il y a toujours eu toutes les espèces et il ne peut pas en apparaître ni en disparaître parce que, peut-être disparaître, mais enfin pas apparaître parce que, justement, un homme engendre un homme. On doit reculer à l'infini et dire il y a toujours eu des hommes. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Ça ne tient pas la route. Il y en a apparu. Donc, ça ne marche pas. On n'a pas le choix d'admettre une certaine évolution. Et d'ailleurs, le pape François l'a dit, l'évolution est plus qu'une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse possible. Il y a eu quelque part quelque chose comme de l'évolution. Après, est-ce que c'est à l'Église de trancher entre Darwin, entre les post-darwiniens et tout le commentariat qui a suivi? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, l'Église ne se prononce pas sur cette question-là. D'ailleurs, le pape, enfin pas le pape actuel, mais Pie XII, qui a écrit une lettre encyclique, donc un document officiel là, qui fait partie de l'enseignement officiel de l'Église, exhorte les scientifiques catholiques à chercher la vérité, y compris en considérant toutes les théories issues du darwinisme. En les étudiant à fond. Il faut les étudier à fond parce qu'il y a du vrai là-dedans. Et comme nous aimons la vérité, et même nous avons un Dieu qui dit « Je suis la vérité », je suis la vérité et la vie, là, je renvoie à une parole de Jésus, il faut forcément s'intéresser à toutes les théories qui prétendent au vrai pour essayer de concilier justement ce qu'on sait par la révélation puis ce qu'on sait par l'empirisme scientifique. Oui, c'est ça. Tu posais la question, comment on fait du sens avec et la théorie de l'évolution. Ouais. En gros, c'est que depuis je sais pas si c'est depuis les années 50, 60, 70, on a découvert... la science de la génétique a beaucoup évolué. T'sais. Fait que là, on est arrivé à voir que par la diversité génétique d'une population, on est capable de connaître la grosseur de la population. Fait que, tu sais, on a vu que, par exemple, en Afrique, c'est là où tu as la plus grande diversité génétique au monde, parce que c'est là où les individus ont passé le plus de temps ensemble sur la plus longue... Ouais. Fait que c'est chez les Africains que tu vas trouver les plus grandes personnes, les plus petites. C'est là où tu as les plus grandes différences. Puis les gens qui voyagent en Afrique, ils sont quand même souvent étonnés. Le spectre est super large. Ouais. OK. Puis les Khoisan, qui sont comme un des peuples qui a migré vers le sud, c'est chez les Africains les individus qui possèdent encore la plus grande diversité génétique. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, à partir de ça, lorsqu'on regarde, on sait aussi que, tu sais, les mutations génétiques se passent... pas les mutations, mais je veux dire Oui, c'est ça. Modification. Les mutations génétiques se passent avec à un certain rythme. Fait qu'on est capable... On est capable d'extrapoler avec des modèles quand même, en prenant en compte la migration, en prenant en compte les goulots. Des fois, lorsqu'il y a une partie de la population qui peut mourir à cause de cataclysmes ou whatever, bien, on est capable de voir que la population humaine n'est jamais comme descendue en bas de 10 000 individus. Fait qu'il est là le problème, en fait, de la science avec la révélation. OK. Explique. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que là, tu te dis, bon, il n'y a jamais eu moins de 10 000 individus, au moins jusqu'à là, 500 000 ans. Fait que, tu sais, fait que là, tu as deux distinctions. Si on veut un Adam et Ève dont découle toute l'humanité, ouais. OK? Il faut soit qu'Adam et Ève soient... fassent partie de cette population de 10 000 habitants environ. Soit ça, soit ils font partie
de cette population de 10 000 ou plus ou moins 10 000. Là, on dirait que c'est nos parents, c'est un Adam et Ève généalogique qui font partie d'une population humanoïde, mais dont la souche principale, dont découle toute l'humanité aujourd'hui, Et serait de cette souche-là. Ça, c'est possible. Et ce qui implique que les 9998 autres se sont éteints et, non, et leur descendance s'est éteinte aussi. C'est pas problématique scientifiquement, ça. OK. Donc, Sinon, génétiquement, si on découle vraiment tous d'Adam et Ève, il faut que tu fasses un peu comme... Il y a un philosophe, là, William Craig, théologien, philosophe américain. Lui, tu sais, il dit, bon, ben ça pourrait descendre de, mettons, là, 700 000 ans. Puis là, génétiquement, ça serait possible. Tu sais, c'est sûr qu'un généticien ou un non-croyant qui regarde ça, il fait comme « how convenient », là. Ça a l'air un peu bizarre, là, mais bon, c'est pas impossible, là, tu sais. Après, quand on regarde l'éventail des possibles, il est infini. Et généralement, je sais pas si c'est infini, là, mais... Mais en tout cas, les possibilités, je veux dire, virtuelles, par exemple, la possibilité qu'il y ait un monde, bon, c'est quand même pas très probable. L'improbable se produit constamment sous nos yeux. Je veux dire, quiconque a des yeux un peu contemplatifs peut voir qu'il y a des choses très improbables qui pourtant se produisent. Le miracle de Matisse, de Sean, d'Antoine, bon, même de moi. C'est-à-dire que ma naissance parmi tous les êtres humains possibles qui auraient pu naître est très, très, très improbable. La création même du monde, etc. La vie. Exactement. Fait que c'est ça, rendu là, tu sais. C'est ça. Quand t'as un bassin de 10 000 personnes dans lequel t'as une souche de laquelle découle toute l'humanité, où t'as eu comme les premiers esprits ou les premières âmes spirituelles, c'est bien plus impressionnant, comme tu dis, que... Tu sais, c'est... Que plein d'autres choses qu'on constate. Oui, exactement. Il est là, en fait, il est là le bas qui blesse, en fait. C'est entre le matérialisme scientiste qui ne reconnaît pas, en fait, rien d'autre que la matière, et après ça, les philosophes plus de l'Antiquité qui reconnaissent une métaphysique, des causes immatérielles et une âme et Dieu. Fait que c'est ces deux univers-là, en fait, qui sont en... Parce qu'à partir du moment où on reconnaît l'existence de l'âme, de nos âmes à nous ici aujourd'hui, reconnaître l'apparition d'une première âme, c'est pas si impressionnant que ça. Non, puis une fois qu'on réfléchit un peu à ce qu'est une âme, c'est pas difficile non plus de faire le petit pas de se dire, bien, ça peut pas venir des atomes. Le fait que tu penses à toi en train de penser, puis que tu as une réflexion sur toi-même ou que... Est-ce qu'un tas d'atomes mis au hasard, justement, c'est un peu ça que l'évolution de Darwin dit, là, c'est que tout est du hasard, tout est de la collision d'atomes, de la chimie. Est-ce que ça, vraiment, pourrait créer une âme? Ça aussi, c'est un science of the gaps, de penser que la conscience, c'est arrivé avec des atomes puis des procédés chimiques. En tout cas, c'est de la bonne chimie pour faire la discussion qu'on a là. Non, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup de... prenons une petite pause et on poursuit la discussion tout de suite après. À tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour en n'est pas du monde, j'étais en train de discuter avec mes invités Mathis, Michael et Sean des éléments qui, en fait, des angles morts peut-être à la discussion qu'on a jusqu'à présent. Je te lancerai, Michael, d'emblée. Mais je reprends la balle au bon de ce que Sean et Mathis étaient en train de dire, où on est devant le darwinisme, qui est un matérialisme pur, collision d'atomes, qui produit, comme par pur hasard, de l'intelligence humaine, jusqu'à 4 personnes magnifiquement intelligentes qui font un podcast. On n'est pas du monde. Bon, c'est très peu Tout ça probable. par hasard. C'est presque encore moins probable que de croire que 90 des humanoïdes se sont éteints jusqu'à avoir la première branche Adam et Ève. Mais je laisse de côté ce que je dis là pour dire que je pense, mon analyse est plutôt sociologique ici, que ce qui nous a fait opposer dans nos esprits collectivement, d'une part, la Genèse, puisque dit la Bible, et Darwin et l'évolution, en gros, c'est notamment la culture américaine. Parce que les Américains, en très grande majorité,
hormis la Gen Z, qui est la toute première génération majoritairement catholique, mais je laisse ça de côté, les Américains sont traditionnellement un peuple de protestants. OK? Et parmi les protestants de la Bible Belt, OK, surtout dans le sud des États-Unis, on a beaucoup de baptistes et d'évangéliques. On prend au pied de la lettre, j'allais dire l'Évangile, mais la Bible en entier. Donc, quand on dit « Dieu créa le monde en 6 jours, le 7e il s'est reposé, le 6e il a créé l'homme », c'est-à-dire ça a pris 6 jours, là, et le 6e il a créé l'homme. Tellement qu'il y a eu des lois dans les années 20 aux États-Unis, notamment au Tennessee, ça s'appelait le Butter Act, qui empêchait quelques professeurs que ce soit d'enseigner autre chose que ça en matière d'origine de la vie et d'origine du monde. Ça étant le créationnisme. Oui, le créationnisme, vraiment littéral comme ça. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle le procès des singes aux États-Unis. Donc, c'est l'État du Tennessee qui poursuivait un professeur dont j'oublie le nom momentanément, mais qui enseignait finalement le darwinisme. Et donc, il a été poursuivi et ça c'est entré dans l'histoire comme étant le procès du singe ou des singes. Bon, évidemment, dans ce procès, il y a comme une franche opposition qui a été créée toute pièce par une loi créationniste qui entre 2 choses, finalement, qui ne sont pas enseignées par l'Église. L'Église ne dit pas que ça a été créé en 6 jours littéraux. De toute façon, je crois que les astres apparaissent au 4e jour, Mathieu. Ouais, environ 3 4e jour. Donc, pour nous, un jour, c'est quoi? C'est la Terre qui fait sa rotation, et donc le Soleil se lève et se couche. Mais s'il n'y a pas de Soleil, ni d'astres, comment voulez-vous qu'il y ait des jours? Donc, ça s'appelle du concordisme, en fait. C'est ça. De plaquer toute la mentalité moderne sur ce que pensait un juif, v'là moins quasiment 5000 ans. Il se posait pas ces questions-là. Il n'était pas là l'enjeu pour lui. C'est ça, exact. Donc, le darwinisme, ou disons le scientisme, qui est une caricature de science, serait une réponse ou un backlash au créationnisme. C'est ce que tu C'est ça, au créationnisme. Une réaction. C'est ça, au créationnisme qui, pour la majorité des chrétiens, en tout cas pour les catholiques, est une mauvaise lecture de la Bible. Évidemment, on lit la Bible. Du monde, en fait, une mauvaise lecture du monde aussi. Oui, c'est ça, une mauvaise... Ouais. Effectivement, parce qu'on est devant des évidences empiriques qu'il y a bel et bien eu une évolution, puis que, la Terre est beaucoup plus vieille que ce qu'on pourrait supposer en lisant littéralement le texte biblique. Donc, ce que l'Église va dire, en gros, et surtout dans le texte que je citais auparavant, Humani Generis, c'est qu'en gros, Adam et Ève, pourquoi d'abord il faut y croire? Eh bien, c'est qu'il y a une croyance fondamentale dans notre religion qui est le péché originel. Puis pourquoi c'est important de croire à ça? C'est que le cœur de la foi chrétienne, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais pour être sauvé, il faut avoir péché, quoi. Être sauvé de quoi? Être sauvé de quoi? Des péchés. Et puis le péché est entré dans la création par le premier péché d'Adam. Et donc, il faut croire à ça. Et Adam... Là, on pourrait dire, oui, mais Adam, c'est un peu tout le monde, c'est tous les hommes. L'Église est claire, c'est non. Il y a eu un premier homme, c'était un Adam là, et Ève. Donc, c'est un homme qui, par la génération, c'est-à-dire en se reproduisant, a transmis le péché originel. Donc ça, c'est certain, on croit ça. Et c'est pas, donc, plusieurs Adams. Ce qui est aussi sûr, dit l'Église, c'est que après Adam et Ève, tous les descendants humains sont des descendants d'Adam et Ève. Il n'y a pas de descendants d'autres humains qui n'auraient pas été Adam et Ève. Donc, toi, tu descends d'Adam, mais pas moi, non. Puis comme le dit l'expression populaire, on est parents soit d'Adam, soit d'Ève. Là. Bon, en tout cas, donc, c'est un ou l'autre, mais c'est un même couple. Encore plus vrai des Beaucerons, je pense. Oui, c'est ça. On est un peu consanguin par chez nous. Donc, mais ça pour dire, l'Église dit qu'il y a bel et bien un premier couple d'humains et 2 descendent de toute l'humanité, finalement. Sean? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, mais le mal, le péché, c'est quand même... quelque chose de mystérieux dans le monde. Tu regardes les animaux, tu regardes le règne animal, tu dis... Tout fonctionne. Un chat, ça fait ce qu'un chat doit faire. Un chien fait ce qu'un chien doit faire. Les animaux, ils sont comme parfaits d'une manière. Ils accomplissent leur nature, alors que là, tu regardes les êtres humains qui sont plus développés, qui sont faits pour le bien, mais qui font le mal. Oui, puis que tu dis, sont tellement tout croche. Ils font tellement... Tu regardes l'histoire de l'humanité, c'est une histoire d'horreur. Tu dis, c'est quand même mystérieux, là. Ça vient d'où, ce mal-là? Puis de penser que... Je sais pas, il y a eu comme une espèce de moment où il y a eu une chute. Une chute, c'est pas... Mais c'est quand même... c'est une connaissance, disons, anthropologique au sens philosophique du terme. Oui, ça reste un mystère, le mal, mais cette théologie-là du péché originel
bien au-delà d'une archéologie, là, ou disons, on doit vérifier s'il y a vraiment eu une chute scientifique. Ça se mesure pas avec Mais ça se mesure dans notre existence, dans notre vie ici. C'est-à-dire qu'on aspire tous, on sait que notre corps, notre âme, tout notre être est fait pour le bien. La preuve, c'est que lorsqu'on vit cet état-là, un état de grâce ou un état de bonheur, nommons-le comme on veut, qu'on est en union avec Dieu et avec nos proches, on se dit, ben c'est pour ça que je suis fait. Là, j'ai ma vraie nature, on pourrait dire. Ouais. Et inversement, on fait tout le mal qu'on voudrait pas faire en n'aimant pas correctement ceux qu'on veut aimer. Et donc, finalement, cette théologie-là du péché originel, c'est pas juste une lecture historique ou paléontologique. Puis même que c'est ça, c'est la partie un peu la moins intéressante de la question. Là. Finalement. T'sais, on est dans le vestibule là, de la question. Là. Parce que, comme tu dis, c'est là que ça devient plus intéressant lorsque on va au cœur de ce que cette histoire veut dire. Et c'est la raison pour laquelle elle résonne au cœur de l'humanité depuis toujours. Là. Croyants et non-croyants aussi. Là. Je pense que tout le monde voit... pas tout le monde, mais... Et là, l'histoire d'Adam et Ève prend tout son sens et rayonne de vérité, finalement, de vérité qui dépasse largement la vérité historique et paléontologique. C'est ça, ben oui. Le péché, c'est clair qu'on l'expérimente dans nos vies, et puis on sent qu'on tombe, on sent que ça vient pas tout à fait de nous aussi. On est comme tenté, il y a quelque chose de nous. C'est pas moi, ça. C'est ça, c'est pas vraiment moi, genre. Puis il y a quelque chose d'émouvant dans dire, ben non, il y a quelque chose de plus beau en moi qui est vraiment moi, et que je peux cultiver et que je peux retrouver par la grâce, grâce qui veut dire gratuit, donnée par Jésus-Christ. Vas-y, Jean. Puis ça nous ramène aussi au concept de liberté, en fait. Que notre liberté, elle est présente, mais aussi qu'elle est comme... entamée ou écorchée un peu? Brisée, oui. C'est ça. Puis c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais que les animaux sont des experts dans leur domaine. Il n'y a personne de meilleur qu'un oiseau pour être un oiseau, pour chanter, pondre des œufs ou je sais pas quoi. Chaque animal est comme un expert. Même les chats savent presque de manière innée, on dirait, où est la litière. On n'a qu'à leur montrer, puis ils vont dedans. Bon, en tout cas. Donc, les chats... Mais le chat a beaucoup de misère à imiter un chien, par exemple. Moi, je peux imiter un chien. Ça peut être une plus ou moins bonne imitation. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'être humain est le plus indéterminé des animaux. On peut apprendre à faire toutes sortes de choses jusqu'à imiter justement d'autres animaux, ce que les autres animaux ne font pas. Ils sont comme dans le sens de libre. C'est ça, on est libre. On peut tout devenir. En fait, c'est ce qu'Aristote dit, la raison, quand on dit que l'être humain est un animal qui a la raison, il peut tout devenir, tout connaître, tout savoir, tout imiter. Ben oui, puis il dit, il pousse ça encore plus loin. C'est même un des arguments pour établir comme l'immatérialité de l'âme humaine. Il dit, chaque organe, que ce soit l'œil, que ce soit l'oreille, ou que ce soit le toucher ou la vue, il dit chaque organe est déterminé matériellement, dans sa constitution, pour être capable d'appréhender la nature sous un angle. Oui, sous l'être en tant qu'il est visible pour l'œil. Ou, mettons, l'oreille, c'est l'être en tant qu'il est audible. Mais, vu que, justement, l'œil est matériel, bien, il est déterminé à une seule chose, tu sais. Mais, comme tu disais, l'intellect humain, c'est comme... il disait que l'âme, c'est comme toute chose. C'est ça, il vient aussi unifier les différentes connaissances. Donc, je suis capable de te voir, mais de t'entendre, puis de faire, ça, c'est... C'est ça, ton intellect, par ton intelligence, tu es capable de connaître les couleurs. C'est ça. Mais intellectuellement, tu es capable de connaître les sons, mais comme dans leur essence, ou les intelligés, qu'on dit. Tout à fait. Puis, il y a aussi... Je vais juste terminer, là. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui fait dire à Aristote que ça se peut pas que l'intellect soit comme matériel, parce que, justement, vu que les autres organes sont tous déterminés matériellement à une chose, c'est ce qui fait qu'ils ne pourraient pas être déterminés à autre chose, mais vu que l'intellect peut tout connaître, il ne peut pas être matériel et déterminé à une seule chose, vu qu'il connaît tout. Tout à fait. Même Hegel précise ça, puis Thomas de Coninck, qui est un grand philosophe ici à Québec, a fait sa thèse là-dessus il y a longtemps, dans les années 60, sur l'immatérialité de l'intelligence, justement parce que quand je pense chaud, je pense froid. Je pense au contraire simultanément. Je pense grand, je pense petit. Donc, il y a des contraires qui, comme ça, sont en relation, alors qu'une chose ne peut pas être et petite et grande en même temps. Si je mets mon doigt dans l'eau froide, c'est que froid. Je ne peux pas sentir le chaud en même temps que sentir le froid. Donc, le sens est limité
à ce qu'il sent dans l'instant présent, alors que dans l'intelligence, les contraires sont comme intelligés ou compris de manière simultanée, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose, justement, qui échappe aux lois de la matière et de nos sens. Mais j'allais revenir au péché, parce que tu disais, Antoine, que c'est quelque chose qu'on expérimente dans notre chair, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit qui est universel. Puis c'est là où je pense que l'enseignement de l'Église est particulièrement pertinent de dire il y a bel et bien eu un couple qui a transmis à toute l'humanité, en se reproduisant, ce péché-là, parce qu'on n'est jamais tombé sur une île où il n'y aurait pas de péché. Tu sais, par exemple, on aurait pu dire, ouais, tous les Européens descendent d'Adam et Ève ou les gens d'Eurasie, d'Afrique, puis arrivant en Amérique, puis il n'y a pas de péché. Mais non, en fait, les gens s'entretuaient, il y avait du cannibalisme, il y avait plein de choses. Même les sentinelles, c'est une toute petite île là, qui est vraiment un des derniers coins reclus de l'humanité. Au sud de l'Inde, on s'arrive là, bien, finalement, ils connaissent la guerre, le meurtre, tout ce que la Bible nous enseigne comme étant un péché. Pas l'Éden, là. Ils vivent, ouais, c'est ça, ils vivent l'envie, la colère, c'est ça, exactement. l'orgueil, ils sont pareils. Là. Exactement. Même, on est tous fait de la même pâte dans ce sens-là. Exactement, tous fait de la même pâte, puis c'est ça, pas d'Éden. On n'est jamais arrivé sur le jardin comme étant quelque part qui subsisterait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut mesurer l'importance de ce que l'Église veut vraiment enseigner là-dedans, c'est que personne n'est exempt du péché, en fait, étant donné qu'on a des parents communs. Ce que je trouve triste, là, on parle beaucoup justement de bien, de mal, de nature. Mais avec l'évolution de Darwin pris à son extrême, là, que tout vient juste du hasard, puis qu'il n'y a aucun but, donc il n'y a aucune nature. Je sais pas si c'est ce que ça dit, par contre, tu sais. Non, mais c'est ce que ça poussé à son extrême. Là, c'est comme être malhonnête. Mais je veux dire, l'évolution, c'est juste comme un outil qui te permet de décrire la sélection naturelle. Si tu pousses au-delà de ça, Darwin, il disait pas que Dieu n'existe pas ou je pense pas que... Non, puis même Darwin, j'ai lu, avant d'avoir... Il a fait un grand voyage là, pour construire sa théorie. Puis en débutant son voyage, il était créationniste, mais comme justement dans le sens qu'il pensait qu'il n'y avait pas d'évolution, le fixiste, très extrême. C'était un grand croyant. Puis quand il a évolué sa théorie, il a commencé à écrire, bien, c'était très conservateur. Là. Il voulait pas offusquer, il voulait pas brusquer les choses, il voulait pas aller plus loin que son intelligence, ce que son intelligence voyait. Ouais. Donc, non, si on prend strictement l'évolution de Darwin, ça ne dit pas que tout est hasard, mais il y a beaucoup de monde qui... Ce qui est scientifique dans l'évolution, c'est pas problématique. Tout à fait, mais il y en a qui vont prendre cette théorie-là puis qui vont la pousser beaucoup plus loin. Jusqu'au matérialisme. Mais lui font dire ce qu'elle ne dit pas, par contre. C'est ça. Je suis d'accord. Mais justement, si on prend ce matérialisme-là, bien, ça met tout aux poubelles du bon, du bien, de la nature, parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas « Ah, cet animal-là, il fait ce pourquoi il a été fait. » Il n'y a pas de péché. Mais justement, on reconnaît par évidence que, dans un certain sens, qu'il y a du bien, qu'il y a du mal, qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, qu'on ne doit pas tuer c'est mieux pas, ouais. les autres humains. Puis c'est... Face à l'Holocauste, par exemple, ou face à Staline ou Hitler, là, d'expliquer ce qui s'est passé là sans comprendre comme qu'il y a un mal extrême dans le cœur de l'homme. À un moment donné, tu peux appeler ça le péché, puis je pense que... Comment tu veux voir ça autrement, tu sais? Il nous reste 2 minutes, les gars. Il y a une question, disons, qui traverse, en tout cas moi, qui me traverse l'esprit ou qui traversait tout cet épisode. C'est celle de la conciliation entre la science et la foi. Je l'annonçais déjà d'entrée de jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à la fois des scientifiques, mais aussi dans l'Église, d'une meilleure, disons, éducation à la foi, mais à ce que c'est vraiment la foi? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de, justement, une appréhension littérale des textes. Est-ce qu'on doit vraiment... la réponse, évidemment, c'est oui, mais à quel point on devrait transmettre ça, cette nécessité-là de retourner... par exemple, tu parlais du texte de Pie XII. Il y a un travail à faire, là, quand même, non? Moi, je pense que En 1 minute. l'histoire est un bon témoin. Là, qu'avant, l'histoire que la science et la religion s'étaient opposées, c'est que les religieux disaient, par exemple, les Grecs disaient « il y a des éclairs parce que Zeus veut qu'il y ait des éclairs ». Puis les scientifiques, eux, disent « Non, mais là, on explique tout par les mathématiques, par les causes. » On disait « prochaine ». On peut tout expliquer. Ouais. Mais graduellement, on unifie, je trouve, c'est très beau, la science et la religion de plus en plus en essayant de vraiment trouver toute la vérité avec les explications prochaines, mais aussi fondamentales des causes premières. Oui, en 15 secondes. Mais la Genèse, c'est pas un livre d'histoire naturelle, donc pour en goûter pleinement le sens spirituel, je pense qu'il faut s'efforcer de le lire avec plus de profondeur, tout simplement. Et aller voir aussi ce qu'en disait Saint-Augustin, Saint-Thomas. Il y a eu plein d'interprétations dans le magistère même aussi de ça.
Mais tu sais, quand un athée va voir Le Seigneur des Anneaux, quand il lit Le Seigneur des Anneaux, il va voir la Matrix au cinéma, là, il est capable de se mettre tout de suite dans le mode spirituel. Clairement. Je remercie mes invités, Sean, Mathis, Michael, pour cette discussion d'aujourd'hui. À la technique, Barthélémy Rieux et Marianne Martin, que je salue chaleureusement pour leur excellent travail. Je vous dis à très bientôt et on se donne rendez-vous pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.